les challenges, c'est le premier client, c'est les premières demandes, les premiers problèmes clients. C'est des levées de fonds aussi qui se sont jouées à 1, 2, 3 jours parfois, Ouais. où on arrivait à court de cash et il fallait lever des fonds. Donc c'était parfois vraiment des délais ultra minimes. Donc il y a eu du risque, hein, il y a eu du risque à tous les niveaux. Je dirais que c'est aussi les premiers recrutements. Ça, c'est un très, très gros sujet qui est hyper dur. Moi, les chasseurs de tête, les RH, moi, j'ai une grande admiration pour ces gens-là parce que c'est très, très dur. Bienvenue dans SaaS Invaders, le podcast qui donne la parole aux fondateurs de SaaS. On revient sur leur parcours, leurs succès et leurs échecs. Moi, c'est Anthony, je suis consultant en marketing vidéo. J'ai fondé l'agence Kobana pour aider les SaaS à augmenter leur conversion grâce au pouvoir de la vidéo. Dans ce premier épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Cyprien Delmeul. Il est le fondateur de Wellscome, une plateforme en gestion de patrimoine que j'ai accompagné récemment. C'est parti! Salut Anthony, merci pour l'invitation. Avec plaisir, écoute, c'est le premier épisode pour ce podcast et puis je suis très content de t'accueillir pour voilà, ce premier épisode. On a eu l'occasion de travailler ensemble pour une vidéo que j'ai faite pour vous et vous avez des bons résultats, donc ça c'est cool. Et voilà, toi en fait, tu es le fondateur d'une plateforme qui s'appelle Wellscome. Est-ce que tu peux déjà nous en donner quelques mots, nous dire un peu ce que c'est? Eh bien, écoute, Wellscome, c'est une entreprise qui édite des logiciels pour les professionnels du patrimoine et de la finance. Ça Yes. peut paraître un peu morose comme ça, comme activité, mais en fait, on essaye de disrupter, de révolutionner cette industrie qui est parfois jugée comme vieillissante, avec des solutions innovantes, faciles de prise en main, et on va dire qu'on fluidifie et on permet aux professionnels de cette industrie d'avoir un quotidien un petit peu plus simple, plus performant et surtout plus axé sur la valeur qu'ils peuvent apporter à leurs clients, étant donné que c'est des métiers régulés. Ils perdent beaucoup de temps sur des tâches administratives qu'on automatise grâce à la technologie. Et donc, on leur permet d'apporter une plus grande valeur à leurs clients. Voilà. Yes, ok, c'est un très bon résumé. Alors, d'où t'es venue cette idée en fait? C'est quoi la genèse de ce projet? Alors écoute, en fait, déjà c'est un projet qui a évolué puisqu'on a pivoté en cours de route. Au tout départ, en fait, on a créé un agrégateur patrimonial pour le grand public, puisqu'on avait l'ambition d'équiper les particuliers avec un outil qui leur permettrait finalement de suivre, de piloter, d'optimiser la gestion de leur patrimoine. La réalité, c'est que c'est un métier qui est dur. Pourquoi? Parce que le B2C en France, ça coûte cher, les coûts d'acquisition sont très importants. Et à côté de ça, la culture financière en France est relativement faible. Et donc, les gens ne sont pas forcément assez éduqués pour comprendre l'importance d'avoir un outil de gestion et de suivi. Et puis surtout, on était dans un momentum où l'économie n'était pas forcément porteuse. Et donc, les investissements des particuliers étaient plutôt dans la conservation de leur pouvoir d'achat Hmm. pour les premières nécessités. Donc, on arrivait un peu en second plan. Les coûts d'acquisition étaient élevés. Et donc, un business qui n'était pas forcément pérenne. Et donc, on a pivoté, étant donné que j'ai deux associés avec moi dans Wellscome. Il y en a un qui a été patron de family office pendant 18 ans, qui connaît extrêmement bien les outils mis à disposition des professionnels de la gestion de patrimoine. Hmm. Et moi-même, j'ai été pendant 2 ans, on va dire, collaborateur d'un family office, donc d'un cabinet de gestion de patrimoine haut de gamme. Et donc, j'ai été confronté à ces outils-là, qui sont effectivement très archaïques, qui sont pas Ouais. toujours très ergonomiques, et surtout pour quelqu'un qui est pas à l'aise avec la technologie, c'est parfois très compliqué. Et donc, on a pivoté vers cette verticale et cette orientation-là plutôt vers les professionnels. Donc voilà, ça fait quelques mois. Ça fait un an et demi, quasiment 2 ans maintenant qu'on équipe les pros. Ok, génial. Et alors du coup, dans les débuts, en fait, est-ce que je sais pas, t'as hésité à te lancer? Ça s'est fait rapidement avec du coup les associés? Il y a eu des freins un peu au début. Raconte un peu on va dire les sensations du début. Écoute, honnêtement, pas de difficulté à se lancer, mais toujours la question de finalement, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que ça va vraiment apporter de la valeur? Est-ce que c'est un projet qui est viable, tout simplement?
La réalité, c'est que je suis relativement fonceur et que j'ai pas forcément un caractère hésitant et je me pose pas beaucoup de questions, ou du moins je m'en posais pas beaucoup. Je m'en pose un peu plus maintenant, je pense que c'est nécessaire. Mais Ouais. voilà, donc le choix des associés était effectivement compliqué, oui et non, parce que c'est un exercice qui est compliqué. En revanche, mes associés sont géniaux, mais effectivement, il faut pas se tromper. C'est parfois dur au-delà des compétences de l'un et de l'autre et de la complémentarité que cela peut représenter. Il faut aussi apprendre à se connaître et apprendre à savoir travailler ensemble, surtout quand on veut atteindre des métriques. C'est quand on a une ambition qui est ultra importante, ça veut dire qu'il faut beaucoup travailler, qu'il faut avoir un certain nombre de sacrifices, et ces sacrifices-là, on les a ensemble. Et donc, il faut être relativement soudé et qu'il y ait un match qui soit suffisamment là pour que ça le fasse. Donc, non, pas beaucoup d'hésitation. C'est plus dans les étapes clés. Il faut pas trop se poser de questions. Il faut y aller et il faut pas lésiner sur le boulot, tout simplement. Ouais. Et vous vous êtes trouvé comment? Vous connaissiez avant ou comment ça fait c'est fait la Ouais, rencontre? alors le premier associé qui m'a rejoint, Eric, c'est le CTO de Wellscom aujourd'hui. Et effectivement, on s'est trouvé par l'intermédiaire d'une connaissance qu'on avait chacun, qui nous a présenté et qui a permis cette rencontre. Et petit à petit, en fait, on s'est rendu compte que le projet était viable. Alors, il y a eu quelques questionnements au début du projet sur est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas, est-ce qu'on avance. Donc, il y a eu quelques questions finalement. Hmm. Euh, ça serait mentir de dire qu'il n'y en a pas eu. Mais la réalité, c'est qu'on a passé le cap, et puis il y a un troisième associé qui nous a rejoint et qui, lui, en fait, était donc mon premier boss dans le Family Office, hein, Ah, ok. que je connais depuis assez longtemps, du coup, et qui, dans sa carrière d'entrepreneur, était arrivé à un moment où il avait du temps, où il avait également une envie d'évoluer et de changer la manière dont il voulait faire du business et de l'entrepreneuriat, en apportant une valeur au travers de l'innovation. Et donc, il nous a rejoints il y a maintenant 2 ans. Yes. Ok. Alors, c'est quoi un peu les premiers succès ou comment vous avez trouvé les premiers clients? C'est un peu dans votre réseau proche ou ça s'est fait de quelle manière? Écoute, effectivement, je dirais que les premiers bêta-testeurs étaient dans nos réseaux proches respectifs. La réalité, c'est que après, on est quand même dans un métier qui est assez niche, spécifique, régulé. Donc, on peut avoir un ou deux gestionnaires de patrimoine dans son réseau, mais on n'en a pas 36. Ouais. Et donc, après, il faut y aller, il faut aller les chasser. Donc, on a mis en place des process d'acquisition et de prospection qui sont un peu archaïques, puisque la réalité, c'est qu'on a pris notre téléphone et on a essayé de choper des listes sur Internet, de les scraper et de se créer des petites bases de données pour passer 100 coups de Ouais. fil par jour. Et ça Euh, a bien marché ou pas? Les résultats étaient bons ou... mais ça a hyper bien marché et ça Ah ouais. continue de très très bien marcher. Aujourd'hui, on a une équipe de chasseurs à qui je pense, évidemment, parce que c'est pas un métier facile et qui font ça vraiment très très bien, et qui sont pour la plupart très juniors et qui apprennent hyper vite et qui nous permettent d'avoir toujours un deal flow ultra conséquent, et ça soutient la croissance de la boîte, donc c'est essentiel. Ok. Ah bah c'est intéressant de voir effectivement ouais, comment c'est fait aussi le lancement et comment vous travaillez du coup encore aujourd'hui avec cette méthode, quoi. Et alors, Ouais. l'aventure entrepreneuriale, bah, il y a des hauts, il y a des bas. C'est quoi on va dire, les grosses difficultés que vous avez eues ou les challenges qui t'ont un peu plus secoué depuis le début Écoute, les challenges, c'est le premier client, c'est les premières demandes, les premiers problèmes clients, c'est des levées de fonds aussi qui se sont jouées à 1, 2, 3 jours parfois, Ouais. où ben, on arrivait à court de cash et il fallait lever des fonds. Donc c'était parfois vraiment des délais ultra minimes. Donc il y a eu du risque, il y a eu du risque à tous les niveaux. Je dirais que c'est aussi les premiers recrutements. Ça, c'est un très, très gros sujet qui est hyper dur. Moi, les chasseurs de tête, les RH, moi, j'ai une grande admiration pour ces gens-là parce que c'est très, très dur. Je trouve qu'il y a plein de gens qui sont super forts en entretien, mais tu sais pas ce qu'ils valent derrière. Ouais, ouais, c'est sûr. Et donc, effectivement, bah, la première personne que tu dois virer,
pas évident quand même, hein, malgré le fait que tu en ressentes la nécessité pour l'équipe, pour le bien de la boîte. Bah, c'est un humain, hein, que tu as en face de toi, c'est pas un robot, donc lui dire de partir, c'est pas facile. Mais oui, il y a plein de petites étapes comme ça. Après, on a de la chance pour le moment. On est sur de très très bonnes bases. On a une croissance qui est exceptionnelle. On a accueilli tout récemment, on pourra en reparler, hein, mais un fonds euh, très 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 reconnu dans l'industrie qu'on adresse. Donc on est ravi de tout ça. Mais voilà, il faut pas se faire à l'idée que l'entrepreneuriat c'est que des chouettes nouvelles et des achievements à tous les niveaux. Il y aura des moments difficiles, il y en a eu, il y en aura encore des plus difficiles, et il faut s'y préparer et être prêt à les relever. Voilà. Yes, ok, bon, on te sent bien en tout cas bien décidé à foncer, à faire des Koei Welcome, donc c'est cool. D'ailleurs, dernièrement, vous avez fait une levée de fonds, on peut peut-être en parler. Carrément, ouais, ouais, bah c'est ce que je te disais. Félicitations Ouais, pour ça, parce effectivement, que c'est jamais évident. ouais, merci. Non, non, effectivement, on a, comme je te le disais, accueilli Blackfin Capital Partner dans notre capital. Alors, on avait déjà levé historiquement avec plusieurs business angels qui étaient là aussi des super, super entrepreneurs, puisqu'on avait dans notre board, hein, donc dans notre capital, on avait le cofondateur de Boursorama, de Maxi Coffee, de Nexeo. Donc, on avait, je les salue, hein, Antoine, Jean-Charles, Fabien, Paul. On en a beaucoup. J'ai eu des super conseillers depuis le début avec Jean-François, on a Alexandre. Enfin, on a vraiment un super board. Mais effectivement, quand tu lèves avec des business angels, il y a forcément une attente de leur part, il faut qu'ils aient un rendement, mais la réalité, c'est que tu sais que ces gens-là ont fait leur carrière et que c'est une activité un peu de fin de carrière ou de mentorat où ils vont redonner leurs apprentissages et c'est pas quelque chose qui est vraiment ancré dans leur nécessité pour vivre. Voilà. Et donc, ça, on va dire que ça, t'as pas forcément la même pression quand tu l'es avec des business angels et quand tu l'es avec un fonds. Et donc, effectivement, nous, après 2024, qui a été une année magnifique, on a décidé à la fin de 2024 de se mettre en levée Yes. pour lever une série A. Et on a rencontré cette fois-ci beaucoup de fonds, des fonds VC, donc early stage, qui investissent dans des boîtes en croissance. Et on a rapidement trouvé Blackfin, hein, qui connaît très très bien notre industrie, qui a un fonds français, mais qui opère sur toute la planète et principalement en Europe sur des services financiers, qui connaît très très bien notre métier. Et c'est ce qui nous a convaincus. Et c'est avec eux qu'on a décidé de lever un petit peu plus, non, 7 millions d'euros. Yes. J'allais dire un petit peu plus de 5 millions, c'est un peu plus, donc 7 millions d'euros avec Blackfin. Et effectivement, une jolie levée qui s'inscrit dans une dynamique de croissance assez intéressante. Excellent. Et alors, du coup, est-ce que c'est l'un des accomplissements dont tu es le plus fier dans cette aventure Wellscome ou il y a d'autres Bon, choses? non, non, 0, 0, 0, pas du tout. Alors, ça peut paraître pas forcément méchant ou agréable pour mon fonds et pour mes nouveaux actionnaires. Non, en fait, si tu veux, c'est assez rigolo. J'ai un confrère, un concurrent, je préfère dire confrère, qui s'interrogeait du fait qu'on puisse communiquer sur une levée de fonds comme si c'était un succès. Et la réalité, c'est que pour moi, c'est pas un succès, c'est une étape. Mais c'est comme aujourd'hui. Alors déjà, bon, il peut y avoir un débat sur les boîtes qui sont bootstrappées, les boîtes qui lèvent, etc. Bon, la réalité, c'est que quand on a un gros développement technologique dans un timing marché précis, la levée de fonds, on peut dire ce qu'on veut, ça permet de rapidement innover avec des moyens qui sont présents immédiatement. Mm. Ça, c'est le premier débat et on est libre de l'avoir et d'avoir une opinion là-dessus. En revanche, pour moi, c'est pas un succès et c'est pas un accomplissement parce que c'est pas la finalité. On ne crée pas une boîte pour lever de l'argent. On crée une boîte pour créer de la valeur. Et la levée de fonds, enfin ma perception, c'est personnel, hein, mais ma perception, c'est que c'est plutôt un outil, c'est plutôt un moyen et un accélérateur. C'est une étape qui vient booster la croissance de la boîte. Et donc, c'est une forme de réussite, parce que quand on passe une étape, bah, c'est une réussite. Hein. Je sais pas moi, le club de National 2 qui passe en National, puis en Ligue 2, bah, il n'a pas gagné le championnat de France. Et pourtant, c'est une étape.
c'est une étape, c'est un accomplissement d'une certaine manière et ça va lui permettre de grandir. Et nous, la réalité, c'est que la levée de fonds, elle est perçue comme ça. C'est un outil et c'est une étape qui va faire grandir la boîte à plus ou moins court terme. Et donc, non, c'est pas un accomplissement en tant que tel, mais c'est vraiment une très belle étape dont je suis ravi, évidemment. Yes. Excellent. Et alors, si on parle un peu de l'avenir et des défis qui vous attendent, c'est quoi un peu, si on se projette sur l'année par exemple, ou même les prochaines années, un peu s'il y a une grande vision, ou voilà, qu'est-ce que tu peux m'en dire? Écoute, ce que je peux te dire, c'est qu'on investit massivement pour satisfaire nos clients, pour améliorer la qualité de nos solutions, pour innover dans de nouvelles solutions. Ça, c'est la réalité. On va vraiment encore apporter une couche supplémentaire dans l'ingénierie de notre métier, puisque aujourd'hui on est plutôt sur l'étage opérationnel, pilotage et gestion. Maintenant, on va rentrer vraiment dans l'ingénierie. Donc, il y a des investissements assez importants qui vont être réalisés effectivement dans cette innovation. On a une croissance humaine avec une équipe qui a beaucoup grossi et qui va encore grossir cette année, puisqu'on était un petit peu moins de 20 en début d'année 2025. On est à peu près 35 et on risque d'être 50-55 en fin d'année. Ah oui, On effectivement, ouais. aura on aura quasiment fait x3 sur l'année. Bon, bah forcément, ça coûte un petit peu d'argent d'investir sur ces ressources-là. Et ensuite, dans les projets que je peux te citer, on a effectivement une vision internationale pour 2026 qui consiste à équiper quelques pays limitrophes qui sont francophones dans un premier temps. Donc, on parle du Benelux, non, de la Belgique, du Luxembourg et de la Suisse. Pas des Pays-Bas, mais de la Suisse. Et la réalité, c'est qu'on espère les équiper à partir de début 2026. Excellent. Bah, écoute, très bon parcours en tout cas de voir cette évolution depuis le début. Vous avez commencé en quoi? C'était en 2022, non? Wellscome, je crois. Ouais, tout à fait. Wellscome est né en 2022. On a démarré comme je te disais, par le développement d'un agrégateur grand public, retail, si on peut l'appeler ainsi. Et effectivement, je dirais que Wellscome Pro, la verticale B2B, est née il y a maintenant 2 ans. Yes. Ok. Et alors toi, pour prendre un petit peu de hauteur et peut-être aussi conclure là-dessus, comment ça t'a fait évoluer aussi personnellement le fait bah voilà, de développer cette boîte, le fait d'avoir une équipe aussi à driver, tu sens un peu l'évolution Ça, personnelle. faut le demander à mes proches, hein, mais non, je dirais qu'aujourd'hui, la manière dont je vois déjà les relations humaines change radicalement. Quand tu deviens chef d'entreprise, tu es obligé d'avoir une certaine hiérarchie, même si on est une boîte qui est relativement horizontale, hein, tu as forcément un statut. Mm. Tu te rends compte que malgré le fait que tu passes quelques étapes en étant relativement jeune, tu n'as encore rien fait. Donc ça te ramène un peu sur terre. Ouais. Parce que la réalité, c'est que, tu vois, je le dis avec vraiment en toute humilité, hein, mais la réalité, c'est que tu peux très vite prendre la grosse tête parce que dès que tu fais des petites choses, et là, effectivement, bon, on a passé des très belles étapes. On est, euh, on est une boîte bah là, avec la levée de fonds, on a fait un petit peu de bruit, tu vois, sur la région bordelaise. On est une boîte qui marche bien, on a une culture d'entreprise qui est sympa. Donc, en fait, tu es en permanence inondé de messages positifs. Ouah, c'est incroyable ce que tu fais. Et en fait, il y a pour moi, hein, il y a deux choses. Soit tu te mets à penser que c'est incroyable ce que tu fais. Et dans ces cas-là, tu peux te perdre un petit peu sur la raison et la finalité de ton investissement quotidien. Ça peut être un piège, ouais, effectivement. Ouais. Et c'est un méga piège. Mais c'est vraiment, je te le dis, parce que pour moi, c'est vraiment hyper dangereux parce que tu es bassiné de compliments toute la journée. On te donne des compliments, des compliments, des compliments. Et la réalité, c'est que soit tu te dis, voilà, je suis exceptionnel, je suis le plus beau, je suis le plus fort, ce que je fais, c'est monstrueux, c'est énorme. Ou alors, bah, tu continues à te comparer avec des gens qui ont fait des choses exceptionnelles, tant sur l'entrepreneuriat que sur d'autres choses, hein. Tu vois, moi, j'ai deux parents médecins, j'ai une sœur qui est médecin, j'ai une autre sœur qui est entrepreneur, mais la réalité, c'est qu'il y a tellement d'autres formes
d'accomplissements professionnels et de choses qui sont faites et qui sont magnifiques par des gens qui n'entreprennent pas, qui n'emploient pas des gens, etc., mais qui font des choses magnifiques, que ça te ramène un peu sur terre. Tu te dis, OK, effectivement, grâce à mon idée, grâce à la boîte que je suis en train de driver, j'arrive à payer 35 personnes, je fais vivre une cinquantaine de personnes de manière indirecte. OK, cool. Mais la réalité, c'est que je chauffe pas de vie, je crée des logiciels. Bon, super. Mais jusqu'à preuve du contraire, tu vois, j'ai pas fait grand-chose. Et même sur l'entrepreneuriat, on n'a encore rien fait. Alors, je te dis ça parce que je suis aussi hyper ambitieux. Et donc, bah, tu te ramènes toujours à des réussites qui sont incommensurablement supérieures. Mais la réalité, c'est que non, je pense avoir euh, mûri sur ce recul à prendre quand on t'inonde de positifs et de compliments. Voilà, il faut prendre un peu de recul, il faut regarder un petit peu dans le rétroviseur. Ça, j'ai un de mes associés qui me l'a dit. Et donc, je pense que voilà, ça accélère bah, ton évolution en tant qu'homme, en tant qu'humain, et ça te permet d'avoir un recul et, euh, et un calme vis-à-vis de certaines situations. Et puis après, bien évidemment, sur le plan perso, les compétences explosent. Honnêtement, j'ai fait 3 ans d'école de commerce, de gestion financière et autres. C'est incomparable. C'est incomparable. L'accélérateur au quotidien, l'entrepreneuriat. Ah non, je pense que enfin, tu peux donner ton feedback, mais pour moi, c'est incomparable. Ouais, c'est ça. Incomparable. Bah, c'est effectivement, c'est l'expérience. Moi, j'ai fait du salariat et le fait d'être entrepreneur, en fait, tous les jours, entre guillemets, tu montes sur le ring. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des surprises, il y a des bonnes surprises, Ouais. des trop bonnes surprises. Non, non, c'est ça. Et puis au-delà de ça, tu fais de tout. Alors maintenant, bon, je suis un peu, tu vois, dans mon exercice de président, entre guillemets, où je vais ben voilà, donner des interviews, aller à des events, me montrer, être pris en photo, machin. Je suis l'image de la boîte, donc il y a ce côté-là. Donc tu produis de moins en moins, même si j'essaye de maintenir un niveau de production et de valeur à tous les étages qui soit hyper important, malgré le fait que je délègue des choses, hein, un maximum. Euh, mais la réalité, c'est que tu touches à tout, quoi. Au début de ta boîte, tu es comptable, tu es commercial, tu es développeur, tu es absolument tout. Et donc, c'est un accélérateur à tous les niveaux qui est monumental. Donc, évidemment qu'entreprendre, c'est exceptionnel. Excellent. Et pour finir, est-ce que tu as, je sais pas, une petite chose à rajouter ou rien de particulier? Je pense qu'on a bien fait le tour en tout cas. Bah, écoute, on a fait le tour. Qu'est-ce que je peux raconter? Qu'on est hyper content de la petite vidéo que tu nous as faite et que j'encourage les gens à t'interroger, à te solliciter pour de l'aide sur ces sujets parce que finalement, et après je m'arrête dans mes explications philosophiques, mais la réalité c'est que tu peux. Nous, on avait brainstormé sur le site web plein de fois sur comment il faut mettre les informations, les ci, les ça, et que et qu'effectivement quelque chose où tu as une voix humaine qui te décrit la valeur que tu apportes à tes clients, il n'y a rien de mieux. Donc ça peut être une caméra, hein, tu vois, je pourrais mettre mon petit discours sur le logiciel et le mettre sur notre page d'accueil du site. Mais je pense que ça serait toujours mieux. Et l'aspect vidéo est hyper intéressant pour ça, comme plein d'autres choses. Mais voilà, la petite chose que j'ai à rajouter, c'est déjà te remercier pour ce petit échange très sympa. Et encore une fois, pour la super vidéo que tu nous as aidé à concocter chez Wellscom. Eh ben, avec plaisir. Bah, je suivrai avec beaucoup d'attention votre évolution, puis rendez-vous sur le site de Wellscome pour ceux qui veulent en savoir plus. Merci d'avoir écouté ce premier podcast. Si vous aussi vous voulez augmenter vos conversions, retrouvez-moi sur kobana.fr. On se dit à bientôt pour un prochain épisode de SaaS Invaders. Ciao!